Et bienvenue dans le talk show Radioactif, un talk show dédié à la gestion d'actifs physiques, sur le partage et partage de connaissances et d'expériences sur cette discipline. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de la gestion d'actifs dans un contexte de régulation, notamment du coup avec 3 invités de qualité. Vincent Prost, chef de pôle méthode et outils de l'asset management chez SNCF Gare et Connexion. Michel Ricot, ancien directeur de la maîtrise d'ouvrage et projet de Paris-Orly et consultant expertise stratégique de développement et d'exploitation aéroportuaire chez Airport Optimize Consulting. Et enfin Samuel Penso, président de Rolling Stock Consortium, expertise matériel roulant ferroviaire. Et moi, bien sûr, pour conclure, qui serai l'animateur de cette émission. Et j'interviendrai aussi en tant que membre de la commission AFNOR ISO 55000 dédiée au sujet de la gestion d'actifs. Donc on va vous laisser vous présenter un peu plus en détail. Donc qui êtes-vous, que faites-vous, quel contexte, quel enjeu autour de la gestion d'actifs? Peut-être commencer Vincent. Bonjour à tous, donc Vincent Prost. Donc je travaille chez SNCF Gare et Connexion et on a lancé un projet d'asset management en janvier 2023, projet qui dure sur 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce projet? Parce qu'on a commencé en 2020, on a récupéré beaucoup d'actifs qui venaient de SNCF Réseau, puisqu'on est devenu un vrai gestionnaire d'infrastructure. Donc on a des gares, mais également l'ensemble des quais. Et il se fallait, pour bien optimiser notre valeur et connaître nos actifs, qu'on lance un programme, puisqu'on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas forcément toutes nos données. On n'avait pas une donnée de qualité. On a beaucoup d'outils qui fonctionnent très bien, qui ont un vrai rôle métier, mais qui ne parlent pas forcément entre eux. Et on a des gestes métiers qui ne sont pas forcément de qualité. On n'a pas forcément l'information qui remonte au bon endroit, au bon moment. Un petit exemple, une anecdote. Quand je suis arrivé, on a commencé par première question, c'est quoi la liste des gares qu'on gère aujourd'hui? Voilà. On prend un premier outil, on a 3000 gares. On en prend un deuxième, on a 3100 gares. On en prend un troisième, on a 3050 gares. C'est facile, on va prendre le chiffre le plus gros. On se rend compte qu'on n'a aucune liste qui est pareille. Donc on a commencé par redéfinir qu'est-ce qu'est une gare, qui est notre actif principal, pour aller au final sur le vrai chiffre aujourd'hui qui est officiel, qui est de 3259 gares. Donc maintenant, on connaît notre terrain de jeu, on connaît notre patrimoine. Et voilà, donc ça, c'était notre premier départ. La gestion d'actifs, c'est pour pouvoir aujourd'hui définir quand est-ce qu'il faut investir, où est-ce qu'il faut investir. On n'a pas forcément, on n'a même plus assez d'argent pour investir partout. Donc il faut qu'on puisse faire le bon investissement au bon endroit, au bon moment. Pour ça, il faut qu'on connaisse nos gares, il faut qu'on sache comment elles se dégradent et pour voir où est-ce qu'il faut investir. Ok, merci. Samuel? Samuel, donc moi j'ai à peu près 30 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie, dont une vingtaine dans l'industrie et le service ferroviaire. Donc j'arrive avec une casquette un peu de spécialiste de matériel roulant aujourd'hui, matériel roulant lourd. Ce que je peux dire aujourd'hui sur la gestion d'actifs, alors vu de ma fenêtre, c'est que moi je suis rentré avec l'œil du mainteneur, ce qu'on avait, on pourrait dire, il y a une vingtaine d'années, et plus on avance, plus on se rend compte que la maintenance, c'est qu'une des composantes dans la gestion d'actifs, qui vient être de plus en plus balancée par une notion de valeur d'usage ou de valeur économique. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter ici, mais voilà, le matériel roulant, jusque-là, n'était pas trop intégré dans les problématiques de gestion d'actifs, et je suis convaincu que ça va le devenir. Ok, très bien. Michel? Bonjour, donc Michel Ricot. Donc j'ai passé 30 années de ma vie professionnelle à Aéroport de Paris, dont 10 années à diriger la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Paris-Orly. On était dans les années 2010, c'est-à-dire Paris-Orly avait plus de 50 ans à cette époque-là. Et le pilotage des actifs se faisait par une logique de maintenance, comme tu l'as dit, avec des budgets annuels qui permettaient de gérer les urgences de maintenance. Et en fait, on avait l'intuition qu'il fallait repenser ce pilotage des actifs avec une logique de développement, mais aussi une logique de maintien de ce patrimoine. Et on manquait d'outils pour réaliser cette tâche. Et finalement, on manquait d'outils aussi pour partager ce besoin avec d'autres. Comment justifier, avoir des preuves irréfutables qu'il y avait ce besoin de maintenir cet actif qui risquait de se dégrader relativement rapidement, vu l'âge des installations. Et donc, on a commencé à mettre en place ce pilotage des actifs au début des années
2010. Et petit à petit, l'outil s'est amélioré et on est arrivé à quelque chose qui nous a permis de franchir une étape importante dans la communication avec les parties prenantes. On y reviendra aussi tout à l'heure sur ce terme-là, je crois. Ok, très bien, merci pour cette présentation. Donc, je voudrais revenir sur le sujet de la connaissance rapidement, sur l'anecdote que tu as racontée, Vincent, sur déjà connaître l'inventaire de son patrimoine immobilier, l'inventaire de son objet immobilier, que ce soit sur peut-être plus du matériel roulant ou sur n'importe quel type d'actif. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez pu apercevoir, sur quelque chose que vous êtes confronté ? C'est la base, enfin, oui. côté matériel roulant, et on le vit de plus en plus là, avec notamment en Europe, l'ouverture à la concurrence. Alors nous, on parle plutôt en flotte, quand il s'agit de matériel roulant. Aujourd'hui, il y a des flottes qui font l'objet de transactions ou de passages de main en main, puisqu'on change d'exploitant. En fait, quand une région met en concurrence et ouvre son trafic à la concurrence et donc à des sociétés privées, il y a une partie du matériel roulant qui passe d'un exploitant à l'autre. Une des difficultés, comme tu l'as mentionné sur les gares, c'est de savoir de quoi on parle. C'est combien de matériel roulant, comment on le caractérise, comment on le qualifie, dans quel état il est, encore une fois, quelle valeur d'usage, c'est-à-dire en fonction du service qu'on veut rendre, est-ce que ce matériel roulant est conforme ou est-ce qu'il y a un gap qu'il va falloir à un moment donné combler par investissement ou transformation ou acquisition de matériel neuf. Et souvent, on se rend compte que on ne partage pas l'inventaire de ce fameux parc qui va passer à un moment donné d'un exploitant à un autre. Pour moi, c'est vraiment la base. Il faut qu'on puisse connaître précisément notre parc, puisqu'on va aller comparer à la fois des données qui sont, par exemple, d'une durée de vie théorique versus la réalité. Pour la durée de vie théorique, il nous faut ne serait-ce que sa date d'installation, pour savoir depuis quand est-ce l'équipement est en usage. Et aujourd'hui, on se rend compte que même cette donnée-là n'est pas forcément fiabilisée. Donc, si on veut faire tourner des modèles, si on veut après faire des outils d'aide à la décision, il faut que la donnée soit fiable. Et donc, il faut lancer des gros, pour moi, et c'est ce qu'on a fait chez Gare et Connexion, lancer un gros programme de remise en qualité de cette donnée. Et donc, avant de la mettre en qualité, il faut qu'on sache l'étendue de la tâche. Aujourd'hui, on lance des audits sur le terrain, audit de plan, audit de données, audit des outils, pour avoir justement cette qualité de la donnée, pour aller la mettre en qualité justement sur la suite, et savoir s'il faut qu'on fasse appel à des ressources externes ou si on peut le faire nous-mêmes. On a aussi ce paramètre-là. On va avoir après pour savoir comment est-ce qu'il faut qu'on investisse et si on doit changer certains paramètres. Du côté des aéroports, on a la même logique. Il fallait avoir la base, c'est-à-dire la cartographie complète de ce que vaut. Alors, le vaut, nous verrons tout à l'heure, mais il y a la valeur économique. C'est-à-dire, si on construisait aujourd'hui le même aéroport, il faudrait investir combien ? C'est un peu ça, la donnée de base, et qu'on ne connaissait pas assez bizarrement. On ne savait pas dire exactement combien ça coûterait si on repartait d'un terrain nu et qu'on reconstruisait la même chose que ce qu'on avait à l'époque. Donc ça, c'est la première donnée, et en distinguant par différentes catégories d'actifs, entre une piste aéronautique et un parking, voiture, les actifs sont de nature très différente. Donc, cette cartographie très précise de la valeur économique de notre actif, c'était un élément fondamental et dont on n'avait pas. On avait une valeur comptable, mais à 50 ans, la plupart des actifs étaient amortis, mais on n'avait pas cette valeur. Et puis après, il y a toute la cartographie des déficits. Finalement, il y a peut-être quelque chose qu'on a construit l'année dernière qui n'a pas de vétusté caractérisée, mais des éléments d'il y a 50 ans. Il y a peut-être une partie des éléments, par exemple la structure métallique des aérogares, elle n'est pas forcément en péril, mais il y a certains autres actifs pour lesquels il faut réinvestir, renouveler de façon plus ou moins urgente. Et donc, c'est ces deux bases qui étaient fondamentales, la base de la valeur économique des différents actifs et la base des déficits identifiés. Et on s'est rendu compte que finalement, il fallait plusieurs années pour arriver à identifier réellement ces actifs, ce qui prouve bien que finalement, à l'origine, on avait une connaissance assez faible de ces deux éléments-là. La base de la valeur comptable est intéressante aussi, ça permet de bien vérifier et pouvoir voir la granulométrie, où est-ce qu'on a investi ces dernières années. Sur l'aéroport de Paris, il y a principalement 3 aéroports sur Paris. Nous, on a 3259 gares qui sont réparties sur toute la France. Du coup, avoir cette visibilité sur cette gare-là, on n'a pas investi depuis 10 ans
parce que notre amortissement résiduel, il est à 0. C'est un net indicateur, donc il est purement financier. Donc, il faut le prendre avec les pincettes nécessaires, mais au moins, ça nous permet de savoir si on est à 10% d'amortissement, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps qu'on a investi sur cette gare, donc on peut regarder les autres, ou si on est déjà à 90% de l'amortissement, là, on se dit, faut peut-être réinvestir si c'est une gare qui est critique pour Gare et Connexion. C'est là où c'est très intéressant d'avoir un outil qui permet de partager, finalement, de communiquer entre les acteurs, on parle peut-être de parties prenantes, parce que je me souviens dans l'année 2010, où certains disaient, finalement, la valeur comptable, ce n'est plus que 10% du chiffre qu'on a connu plus tard. Mm-hmm. Du coup, pourquoi réinvestir une somme qui était de la même valeur, de la même ampleur, puisque finalement, on avait une valeur de X millions, donc ça paraissait aberrant à certains de réinvestir des montants comme ça. Mais finalement, il y avait 90% de l'actif qui était amorti. Et du coup, vu avec un autre prisme, il était, comme tu viens de le dire, il était urgent de réinvestir. Mais on manquait d'outils pour arriver à parler des mêmes choses finalement. Certains parlaient de valeur économique, d'autres de valeur comptable, d'autres, on verra, il y a d'autres notions de valeur qu'on verra sans doute tout à l'heure. Et du coup, on avait besoin de ces langages communs qui manquaient cruellement à... Et pour moi, c'est ce qu'apporte l'asset, c'est ce que tu disais sur la valeur d'usage. C'est vraiment aller chercher mon actif. Aujourd'hui, il me crée de la valeur. C'est pas parce qu'il vaut 0 comptablement. Il a peut-être 70 ans, mais il fonctionne très très bien. Le changer aujourd'hui me coûterait très cher, mais au moins, il fonctionne. Donc, il a une vraie valeur, il est critique, et c'est pour ça qu'il faut qu'on le vigile à ce niveau-là. Il faut peut-être qu'on précise pour les gens qui ne sont pas habitués à la gestion d'actifs, à la sémantique qu'on utilise, on évolue tous les trois dans des domaines où l'actif a une durée de vie relativement longue. Alors, très longue par rapport à un process de grande distribution ou à des marchés qui sont plus liés à la consommation au jour le jour, mais tous les trois, on évolue dans des domaines où l'actif, il est investi pour 50 à 100 ans. Et on raisonne du coup sur sa valeur sur une très longue durée, ce qui est parfois paradoxal par rapport aux mainteneurs dont on parlait tout à l'heure, qui eux sont dans le très court terme. Et pour nous, la valeur de l'actif, elle prend du sens quand on dessine des trajectoires sur 50, 100 ou 150 ans. Et est-ce que c'est quelque chose que vous voyez évoluer, ça, cette notion entre court terme et long terme, par rapport à une gestion un petit peu dans l'urgence opérationnelle et une gestion plus à long terme, où on doit justement, avec la connaissance, les cartographies qu'on peut mener, les différents indicateurs qu'on peut créer, etc., justement, ce discours à avoir sur le long terme, ça compte, on ne peut pas faire tout dans l'urgence, et en même temps, on parlait tout à l'heure de moyens, sur se donner les moyens, déjà à court terme, pour gérer les urgences, c'est une chose. À long terme, c'en est peut-être une autre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit évoluer, cette dualité court terme, long terme ? C'est aussi faire se parler les équipes. Puisqu'aujourd'hui, on est trop silotés. On a des équipes qui s'occupent de la maintenance, donc très court-termistes, qui font très bien leur boulot, mais qui ne parlent pas du tout avec les équipes qui font les investissements. Et c'est justement remettre ce maillon, cette chaîne, qui vient faire notre ratio, comme ils font, OPEX-CAPEX. Donc vérifier quel est le coût de maintenance sur un équipement versus son coût si on le changeait. On a des durées de vie théoriques. Un ascenseur, c'est 20 ans. On sait que tous les 20 ans, on les change. Il y a des grosses opérations de maintenance à mi-vie, mais celles-ci, elles sont bien cadrées. Tous les schémas de maintenance sont bien préparés chez nous. Par contre, à quel moment est-ce qu'on va dire c'est le point de rupture, il faut le changer ? Et le changer, c'est pas on vient demain matin. Donc ça s'anticipe un minimum, mais c'est voir la consommation de coûts de maintenance, donc en OPEX. Est-ce qu'elle est dans la courbe théorique, est-ce qu'elle est en dessous ? Auquel cas, on pourra se dire, cet ascenseur, il vit très bien, on va pouvoir le décaler, le régénérer un petit peu plus tard, et du coup, utiliser l'argent qu'on n'a pas utilisé là pour faire autre chose, qui va nous rapporter plus de valeur, ou au contraire, on voit qu'il commence à se dégrader, il nous coûte de plus en plus cher en maintenance, donc il faut le changer. Donc c'est ce schéma-là, et ce maillon-là qu'on vient rajouter. J'aimerais revenir sur la notion de valeur, parce qu'on parle beaucoup de valeur. Donc un actif, dans une organisation, en tout cas définie par l'ISO 55000, un actif a pour objectif de générer de la valeur ou de créer de la valeur pour l'organisme qui le gère. Donc ce que l'ISO 55000 ne dit pas en revanche, ou en tout cas ce qu'elle dit dans une autre mesure, c'est que la valeur dépend de l'organisme. Donc chaque organisation est libre de fixer les différentes valeurs qu'elle a envie, qu'elle a besoin d'extraire de ses actifs. On part du principe qu'un actif, donc un actif physique, comme on l'entend, on va le posséder
pour réaliser des usages, pour réaliser des besoins, et donc au fur et à mesure du temps, on va de moins en moins extraire cette valeur-là ou quoi. Est-ce que vous avez, vous, des définitions de valeur à donner? Alors on a parlé de la valeur économique, une valeur comptable, peut-être d'autres types de valeurs qu'on pourrait retrouver et qui vous sont utiles, vous, dans votre langage commun et puis même dans vos objectifs. La valeur d'usage. Si on prend un hangar, mettons, sur un aéroport, un hangar qui n'est plus utilisé depuis des années, mais est encore debout. En fait, il a une valeur quasiment qui peut être très faible, parce que finalement, on n'aura plus vraiment d'usage de cette installation. Est-ce qu'il faut réinvestir pour le maintenir en sécurité, pour le mettre aux normes réglementaires, etc., ou pas? C'est là où on retrouve une notion de valeur d'usage. Et à côté, il y a le même hangar qui est très demandé par les clients, donc il y a une valeur d'usage importante. Il faudra peut-être plutôt investir pour renouveler les actifs dans celui-là que dans le précédent. Alors qu'une vision globale des équipes de maintenance de ces bâtiments aurait tendance à vouloir finalement maintenir tous ces hangars à la même aux mêmes conditions de vétusté. J'ai une petite illustration sur ça dans le matériel roulant. Habituellement, on raisonne sur la valeur un peu intrinsèque de l'actif tel qu'on l'a acheté et tel qu'on l'a amorti. Et aujourd'hui, avec la poussée qu'il y a à la décarbonation, l'ouverture de certains marchés qui fait émerger de nouveaux besoins, on se rend compte qu'un matériel qui a 100 ans d'âge, qui vaudrait rien sur le plan comptable, retrouve une valeur d'usage qui est très importante parce que les gens sont intéressés, par exemple, pour faire du train historique, pour faire du train touristique dans du vieux matériel. Alors, vieux veut pas dire pas sécuritaire, veut pas dire moderne, c'est-à-dire qu'on peut y mettre des systèmes de sécurité tout à fait modernes aux normes d'aujourd'hui, mais avec un matériel qui a 100 ans d'âge. Et la valeur d'usage, pour le coup, d'une caisse qui vaut rien sur le plan comptable, reprend tout de suite une valeur d'usage tout à fait d'actualité. Pour Gares & Connexions, on est reparti sur quelles sont les missions de SNCF Gares & Connexions, puisqu'on demande à 3 personnes différentes, on n'aura pas du tout la même définition. Donc en fait, Gares & Connexions a 3 missions principales, qui sont la mission ferroviaire, qui peut paraître évidente pour tout le monde. On vient dans une gare principalement pour monter dans un train, pour prendre un train, pour partir voyager. La deuxième, c'est l'intermodalité. Donc, c'est connecter le train à l'ensemble de l'écosystème qui va l'entourer. On vient potentiellement en voiture, on prend un tramway, on reprend un autre train, on prend un avion. On a des modes doux avec les vélos, le covoiturage. Donc, c'est vraiment cette interconnexion globale. Et la troisième mission de Gares & Connexions, c'est l'animation du territoire. Faire vivre les territoires. Si on imagine la gare de Lyon, on imagine forcément comment l'animation du territoire peut se faire. Mais si on prend une toute petite gare où il y a une ligne ferroviaire, là on peut se dire, dans une gare, on va aussi mettre des commerces, on va potentiellement mettre un bureau de poste, et ça va participer activement à la vie du territoire. Donc c'est les 3 principales missions de Gares & Connexions. Et pour après pouvoir comparer toutes ces gares entre elles, on a défini ce qu'est la criticité. Donc la criticité, c'est au sens de la mission pour Gares & Connexions. Donc si je perds ma gare, comment est-ce que c'est critique pour Gares & Connexions? Comme ça nous permet de comparer toutes les gares entre elles, donc les 3259 gares. On a sur la même grille une note de 0 à 10 qui permet de dire, sur un investissement, si je dois investir 100 000 euros quelque part, je vais pouvoir comparer 2 gares qui, par définition, ne sont pas forcément comparables. Donc au sein d'une même région, quand c'est un même directeur qui va gérer les 2 gares, il a un petit peu cette sensibilité, mais qui était jusque-là pas factuelle. Et maintenant, on peut le faire aussi sur toute la France, donc avoir vraiment cette vision globale et faire les bons arbitrages grâce à cette criticité. Donc on parle pas mal justement de vision globale, de langage commun, de partage de l'information. Donc ça, on a un petit peu. Donc après, vis-à-vis des parties prenantes, justement, pour y arriver, est-ce que ça joue un rôle d'avoir justement cette vision globale, commune, peut-être relative, partagée entre les différentes gares, entre les différents actifs que vous pouvez gérer? Voilà, est-ce que ça joue un rôle sur les parties prenantes? Déjà, quelles sont les parties prenantes avec lesquelles vous interagissez au quotidien, et quel est le rôle de la gestion d'actifs dans vos interactions? Michel? Non, vas-y, je t'en prie. L'une des missions de notre programme, c'était justement se reparler les gens.
puisque, comme je disais tout à l'heure, chacun est siloté. Donc, les parties prenantes les plus évidentes qu'on peut imaginer, c'est et le mainteneur et la personne qui est en charge des investissements. Donc ça, c'est nos deux parties prenantes évidentes. Par contre, on va largement élargir. On a toute la partie financière, on a toute la partie juridique qui a besoin aussi d'avoir accès à cette partie-là. Et on a toute la partie qui est externe à l'entreprise. On a beaucoup de financeurs qui sont externes, notamment sur l'Île-de-France avec l'Île-de-France Mobilité, mais aussi toutes les régions qui viennent aussi beaucoup financer le ferroviaire et notamment les gares, notamment toute la partie mise en accessibilité. Donc, la partie prenante, c'est vraiment... au sens large, toutes les personnes qui vont pouvoir à un moment interagir dans la prise de décision pour un investissement, pour un mainteneur. Voilà, c'est vraiment ce gros scope-là. Oui, on a la même chose dans les aéroports, avec des parties prenantes qui sont bien sûr les équipes internes, mais aussi par rapport à une activité comme l'aéroport de Paris-Orly, la direction générale d'ADP, il y a 3200 gares, donc le responsable de la gare de Limoges, il doit interagir en partie prenante par rapport aux directions régionales ou centrales. Et donc c'est pareil dans les aéroports. Et puis les externes. Les tarifs appliqués à nos clients externes, compagnies aériennes en particulier, sont négociés tous les ans. Et du coup, on se retrouvait tous les ans devant une difficulté, c'est comment expliquer, j'ai employé le mot justifier, mais même expliquer les besoins d'investir dans du renouvellement de certains actifs, c'était très compliqué. À partir du moment où on a mis en place l'outil de gestion d'actifs qui était simple, qui était permettait vraiment de communiquer très facilement avec quelques données très précises, ce dialogue a été beaucoup plus simple. Les parties prenantes assez éloignées de notre pilotage d'actifs comprenaient les besoins qu'il y avait de réinvestir et de renouveler certains investissements. Donc ça a été extrêmement important pour avoir ce dialogue, cette communication transparente, je dirais presque irréfutable, par rapport à nos clients externes et internes quand on se situe dans une unité. Mais le dernier point est important, parce que, pareil, pour Gare et Connexion, on a de plus en plus de transporteurs, et il faut qu'on arrive à justifier pour chacun quel est le coût qu'on va leur refacturer quand ils vont venir en gare. Pour ça, il faut qu'on arrive à définir vraiment dans chaque gare quels sont nos coûts d'exploitation de la gare. Donc en termes de maintenance, en termes d'occupation. Et pareil, on a des charges à refacturer pour les occupants, parce qu'on parlait des parties prenantes. Une des parties prenantes aussi pour Gare et Connexion, ça va être tous les commerces qu'on va pouvoir retrouver en gare. On va discuter avec eux. Il y a forcément des charges à reventiler à un moment. Il faut qu'on puisse être complètement impartial et factuel sur ces charges-là. Donc, connaître nos actifs, connaître la durée de vie de nos actifs, avoir toutes les informations qui remontent et tous les systèmes, les logiciels de communication qui parlent entre eux, apporte une vraie plus-value. Et comme tu le disais, c'est de manière imparable et factuelle. Côté matériel roulant, nous, on a une sémantique, en fait, ou une partition qui fait que dans les parties prenantes, on a les propriétaires, qui sont de plus en plus d'ailleurs financeurs et loueurs de matériel roulant, parce que une rame de train grande vitesse ou une rame de matériel voyageur de type banlieue ou TER, c'est un coût d'investissement initial assez important. Et donc, c'est une durée de vie qui est en rapport. On a les exploitants. Et du côté des exploitants, c'est un paysage qui bouge beaucoup. En fait, on le voit avec les transferts de concessions, notamment sur le voyageur, et on a les mainteneurs. Et puis en filigrane de tout ça, mais c'est du filigrane un peu au jour le jour, on a le régulateur. On en a parlé dans l'introduction. On est dans des domaines, on évolue dans des domaines où on doit rendre des comptes sur quand c'est de l'argent public, on doit rendre des comptes sur comment il est affecté. Et puis surtout, on doit rendre des comptes sur la sécurité qu'on doit aux usagers, aux clients, aux populations urbaines aussi, quand on parle de transport urbain. Et donc le régulateur, il est aussi très intéressé dans la gestion d'actifs et dans la garantie qu'on va apporter tout au long du cycle de vie sur la sécurité de l'usage de l'actif. Et ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la gestion d'actifs. D'ailleurs, je rebondis, un des piliers ISO 55000, c'est la garantie justement de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez justement chez SNCF ou Aéroport de Paris ?
Oui, là, un des piliers de l'analyse et de la priorisation, c'est de définir différents enjeux. Donc, il y a l'enjeu de sécurité, l'enjeu réglementaire. Et effectivement, l'enjeu de sécurité, lui, il est en priorité qu'on qualifie de 0. Et quand on s'aperçoit d'un déficit dans ce domaine-là, évidemment, il est a priori extrêmement prioritaire, sauf si on revient à la notion de tout à l'heure, si l'usage est très faible de cet actif, eh bien, la mise en sécurité peut être challengée par rapport à un arrêt d'utilisation de cet actif. Je voudrais revenir une seconde sur les parties prenantes. Il y a un élément important au niveau des parties prenantes plus internes. C'est qu'on s'apercevait, avant d'avoir cet outil de pilotage, que parfois, une activité allait faire une maintenance lourde sur un équipement, et puis une autre activité, par exemple une activité qui définirait le développement, prévoit dans 2 ans de venir tout casser dans cet endroit-là et de tout recommencer. Avec la vision globale, ces différentes parties prenantes ont un outil partagé, et avant de se dire que je vais renouveler ou remplacer cet ascenseur, s'il doit disparaître dans 2 ans, peut-être que je peux faire une maintenance très légère, et finalement le nouveau développement supprimera cet ascenseur et remplacera par peut-être une triplex ou je ne sais pas quoi. Donc, communication par rapport aux externes et communication en interne qui a été extrêmement précieux et qui a fait que, alors qu'au départ, il y avait une petite réticence en se disant « Oh là là, on va passer du temps à construire un outil alors qu'on sait très bien faire notre maintenance », petit à petit, il y a eu vraiment une acculturation de l'ensemble des équipes et qui devenaient demandeurs, année après année, d'avoir cet outil, cette base qui permettait de mieux savoir ce que faisaient les autres. Et donc, que ce soit en interne, que ce soit en externe, les différentes parties prenantes prenaient confiance les uns envers les autres et savaient ce que les autres prévoyaient de faire. Très intéressant. Du coup, en fait, ce qui ressort, c'est que finalement, l'outil de gestion d'actifs, en tout cas, ces activités coordonnées, permettent, en tout cas, trouvent une justification une fois qu'elles sont en place. Une des difficultés qu'on rencontre, ou en tout cas qu'on suppose rencontrer régulièrement, c'est comment le mettre en place, comment convaincre finalement le sponsor que c'est l'outil qu'il lui faut. Comment répondre à cette question ? Alors, plus que d'outils, je parlerais de démarche générale, de méthodo, c'est-à-dire que la gestion d'actifs, c'est déjà arriver à un consensus sémantique, un consensus sur comment on caractérise la valeur d'usage et comment on gère les priorités entre la maintenance d'exploitation quotidienne et les investissements moyen-long terme. Et ensuite, la mise en place d'un outil, c'est le réceptacle. En fait, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a fait tout ce travail amont. Et le plus dur, c'est d'aligner en fait les visions ou les intérêts des différentes parties prenantes. C'est un peu de la conduite du changement, évidemment. Et puis une fois que c'est fait et qu'on arrive... alors moi, je recommande d'y aller pas à pas, c'est-à-dire faut pas ambitionner de faire tout, révolutionner tout du jour au lendemain, mais il faut prendre un cas d'usage, un cas d'exemple, une famille d'actifs, ceux qui posent le plus de problèmes à l'opérationnel ou qui ont le plus d'enjeux économiques, en termes d'investissement, par exemple. Et puis après, la valeur de l'exemple, elle va diffuser automatiquement la méthodo. La gestion d'actifs, c'est vraiment, comme tu l'as dit, il y a un changement à un moment qui s'opère. Mmh. Et tu as parlé de sponsor tout à l'heure. Pour moi, c'est primordial d'avoir un sponsor qui soit un sponsoring fort pour donner cette direction-là, donc au moins une politique de gestion des actifs, vraiment avancer, parce qu'on va venir changer des habitudes. Au départ, nous on voit bien la visibilité, maintenant on a la vision de la fin, on voit à quoi ça sert, on voit que faire se parler les gens, avoir la vision d'ensemble, centraliser la donnée dans... Donc une méthode, des outils, au sein d'un seul outil pour avoir justement cette vision globale, c'est très important. Par contre, si on prend le mainteneur qui va réaliser, lui, l'acte technique, il ne comprend pas forcément aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que ce qu'il fait bien dans son coin, il fait sa maintenance, il fait son acte technique et après il range tout dans sa mallette et il part, il va faire l'ascenseur d'après pour rester sous l'ascenseur ? Il n'a pas cette vision. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il aille, en rentrant au bureau, se connecter, prendre 1 heure pour remettre toutes les informations dans différents outils et la partager ? Donc ça, c'est un réel changement. On va venir changer des gestes métiers. Donc il faut ce sponsorship, il faut ce sponsoring. Et c'est l'un des points numéro 1 pour moi, quand on fait de la gestion d'actifs, c'est qui est le sponsor ?
Notamment pour que ça découle sur l'ensemble des métiers concernés finalement par la gestion d'actifs. Sur Aéroport de Paris, donc on avait l'avantage, moi je me situais au niveau de l'aéroport de Paris-Orly, on avait l'avantage que l'aéroport, le grand frère, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, avait déjà sa méthodologie et ses outils. Mais ils étaient dans une logique d'investissement très lourd pour développer cet aéroport dont le trafic augmentait rapidement. Et donc, ils avaient le besoin et puis la capacité à mettre en place cette méthode, ces outils, et donc d'investir, d'avoir des équipes spécialisées là-dedans. Et du coup, la question se posait, est-ce que finalement, sur un aéroport comme Paris-Orly, qui à l'époque se développait peu, est-ce que c'était utile, rentable, d'avoir cette méthodologie et cet outil ? On y a cru, et il y a tous les bénéfices dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont arrivés après. Et finalement, c'est utile non seulement pour des grandes installations qui se développent beaucoup comme Paris-Charles de Gaulle, mais ça s'est avéré utile pour Paris-Orly, puis pour Paris-Le Bourget, puis pour les petits aérodromes secondaires d'ADP. Maintenant, il y a vraiment au niveau de l'entreprise cette vision qu'on ne peut plus se passer de cette méthode et de ces outils parce qu'il y a une vraie plus-value. Je ne vais pas trop employer le mot valeur, mais une vraie plus-value pour les équipes, pour la discussion avec les parties prenantes, parce que finalement, on retrouve les mêmes, par exemple, compagnies aériennes sur un aéroport ou un autre. Donc, c'est intéressant aussi qu'ils entendent les mêmes méthodos à un endroit ou à un autre. Et du coup, petit à petit, au sein de l'entreprise, cette logique s'est développée et n'est pas réservée aux unités qui se développent énormément. La gestion d'actifs, ça permet aussi de voir l'angle mort. On parlait de sécurité tout à l'heure. Les gares où il y a beaucoup de trafic ferroviaire, on les a bien identifiées, elles sont bien surveillées, on a bien la partie technique et sécuritaire qui est là. Par contre, une ancienne gare qui est maintenant desservie par une voie verte, piste cyclable, elle, on l'a plus vraiment dans le scope. Il n'y a plus de train qui roule. Je parlais tout à l'heure de ma criticité. L'impact de donner accès au train, il est à 0. Donc, elle sort un petit peu des esprits. Par contre, on a toujours un bâtiment, on a toujours une toiture à surveiller. Et il faut faire attention que cet actif ne devienne pas un danger pour des personnes qui pourraient rentrer dedans. Il n'est plus forcément surveillé. Donc, quel état de la porte ? Est-ce que des gens peuvent rentrer dedans ? Et à petit moment où il faudra décider de l'aliéner, de le détruire purement et simplement, parce qu'on se dit que la valeur de l'actif versus le risque qu'il représente pour Gares & Connexions le risque devient plus important. Donc, tout simplement, il faut le détruire. Donc, il y a vraiment aussi cet aspect-là, avoir cette vision à 360. J'aime bien cette vision d'angle mort parce que pour nous, dans le matériel roulant, il y en a plein. Et la première, c'est l'obsolescence. L'obsolescence, par exemple, matériel roulant, on a les moteurs thermiques. Aujourd'hui, la motorisation, c'est un des actifs du matériel roulant. Et dans l'angle mort, il y a qu'est-ce qu'on fait de ces moteurs thermiques, comment on gère la transition. Et pour le coup, une méthode de gestion d'actifs à appliquer sur du matériel roulant, c'est absolument indispensable de mon point de vue pour gérer en bon père de famille un parc de matériel roulant. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de communication et de données. Je pars du principe que la donnée, c'est aussi un actif de l'entreprise et qu'il faut qu'on arrive à la gérer, à l'administrer de la même façon qu'un actif lambda. Elle a une valeur. Elle a une valeur et dans le cadre de la digitalisation un petit peu générale de nos métiers, elle a une valeur qui est de plus en plus importante et de plus en plus centrale pour prendre des décisions. Et aujourd'hui, on ne considère pas encore la donnée véritablement comme un actif. Et la méthodologie, une fois qu'elle est ancrée dans les entreprises, c'est beaucoup plus facile de faire de l'urbanisation de systèmes d'infos et de gérer les données comme des actifs. Et on va y venir. Forcément, on va y venir. Google a fait tout son business model sur la donnée. Et aujourd'hui, comme tu le disais, c'est trop le petit frère qu'on voit à la fin. La gestion d'actifs, dans mon poste outil, on a vraiment un gros travail réalisé avec toute la direction informatique de l'entreprise, puisqu'on développe des outils, on développe des vues. Tous les outils métiers qui existent déjà, on n'y touche pas, parce qu'ils servent à quelqu'un. Ils ont un usage qui fonctionne très bien. Donc, c'est venir rajouter, entre guillemets, une surcouche pour donner accès à tout le monde à cette donnée,
venir la concaténer et donner un accès aisé. Après, si l'utilisateur veut plus d'informations et rentrer très précisément, il va retourner dans l'outil métier. Mais c'est donner cette visibilité globale. Donc forcément, au moins chez Garrett Connexion, pour le programme de gestion d'actifs, il s'accompagne forcément au début de méthodes. On définit notre stratégie, comment est-ce qu'on va avancer. On met en qualité notre donnée. Mais après, il y a tout un gros chantier outils. Et là, qui prend aussi beaucoup de temps. Ce qui m'amène à poser la question, est-ce que la constellation des outils, on va dire, liés aux différents métiers de l'asset management, donc de la gestion d'actifs, est-ce que c'est un risque pour s'y perdre, peut-être pour moins bien réaliser ces différentes actions? Est-ce qu'on risque de perdre de la donnée, perdre de l'information? C'est en ce sens que moi je préconise d'utiliser la même méthodologie pour la donnée, afin de qualifier quelles sont les données dont on a besoin, quelles sont celles qui sont essentielles et celles qui sont secondaires, et celles qui sont essentielles, en fait, de les mettre sous contrôle et de les gérer comme un actif pour maintenir leur valeur, c'est-à-dire qu'une donnée, elle a un émetteur, elle a éventuellement des intervenants qui vont lui apporter de la valeur ou dégrader de la valeur, et puis elles doivent avoir à un moment donné un gardien du temple. Et ce gardien-là, c'est lui qui est le garant de la pertinence de la donnée. Et si on approche la donnée de cette façon-là, ça évite de distribuer, de collecter d'abord et puis ensuite de distribuer tout un tas de données dont on n'a pas besoin. Les données métiers, en effet, elles intéressent le métier concerné. Le mainteneur, par exemple, il a besoin, si je reprends l'exemple du moteur thermique, il a besoin de savoir si son moteur fonctionne à la bonne température, au bon régime, et s'il ne consomme pas trop par rapport à l'usage qu'on en fait. Cette donnée-là, pour un gestionnaire d'actifs, c'est pas très important. Donc il est nécessaire d'identifier les attributs de ces données, à quoi servent les données, et de les redistribuer efficacement à ceux qui vont les utiliser et de les faire communiquer tout au long déjà de leur cycle de vie et puis de leur usage finalement comme pour un actif. Alors on retrouve deux valeurs, la valeur d'usage, comme tu viens de le dire, et aussi la valeur commerciale. La bonne exploitation des données, on rejoint Google, ça peut avoir une grande valeur commerciale parce que ces données peuvent être revendues à d'autres entités. Et du coup, la donnée elle-même, on a du mal à lui donner une valeur physique, je dirais. Est-ce qu'elle coûte 10 € ou 1 million d'euros? C'est compliqué. En revanche, on peut lui donner une valeur commerciale et on a des outils que l'on peut renouveler, améliorer, etc., qui, eux, vont avoir une valeur que je qualifierais de physique, qui permettront de donner de la valeur supplémentaire à ces données virtuelles. Pour moi, c'est un peu une révolution dans les entreprises que jusqu'à aujourd'hui, chacun gère sa donnée. Dans son coin, le mainteneur, il a ses données, il a son plan électrique, par exemple, si on parle de courant fort, il a son plan électrique, ses dates de mise en service, il fait ça dans son coin. Demain, on va lui demander de venir massifier ça dans des outils qui vont répertorier l'ensemble de ces données. Et moi, je mets un point d'honneur sur la donnée doit être présente à un seul endroit. Si elle est à deux endroits différents, je pars du principe qu'elle est forcément fausse. Au mieux, j'ai 2 fois la même valeur. Je peux me dire qu'elle est 2 fois vraie. Mais si j'ai 2 valeurs différentes, quelle est la vraie valeur? Donc c'est pour ça tout à l'heure, c'est important de dire qui devient le propriétaire de la donnée, qui est chargé de la mettre à jour, qui est en responsabilité de sa mettre à jour, et comment est-ce qu'on la gère. Donc on a les outils informatiques sur la donnée numérique, et on a après toute la gestion de documents. Est-ce qu'on a ou pas une gestion électronique des documents? Donc ça, c'est aussi un grand pan qu'on met en place à Garrett Connexion en ce moment, c'est développer une GED pour justement revenir la référence unique des documents pour que tous les documents soient dans cet entrepôt de stockage et qu'après les différents outils viennent appeler ces documents-là. Mais pas en avoir un petit peu partout. Donc pour les documents, aujourd'hui, on en a sur son PC, sur un serveur, un SharePoint partagé, sur un serveur qui est hébergé dans un bureau au fond d'un tiroir, sur un disque dur. C'est vraiment venir centraliser toutes ces données. Et ça, c'est vraiment un nouveau changement, un nouveau geste métier qui va prendre du temps. Et il ne faut pas oublier, dans la gestion du changement, le temps que va prendre cette mise en qualité, ce changement-là, qui peut faire un petit peu un frein au départ, puisque directement, les gens nous disent comment est-ce qu'on fait pour venir mettre à jour la donnée, qui va la mettre à jour, qui va faire le travail. Ça, c'est un point d'attention. Et c'est une démarche essentielle, encore une fois. On est dans des domaines réglementés. Quand on est audité, quand il y a un incident, et encore pire un accident éventuellement, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de mettre sous scellé à disposition des entités d'enquête ou judiciaires
nos bases de données. Et donc, c'est absolument indispensable qu'on se soit mis d'accord sur quelle est la bonne donnée qu'on utilise en opérationnel et qui est cohérente à une stratégie en fait, de gestion d'actifs. Et en sens, je te rejoins complètement, Michel, en fait, la stratégie, elle va sous-tendre tout un tas d'actions d'investissement et d'organisation opérationnelle. Et pour le coup, ça a une vraie valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un plan de maintenance dans nos métiers, ça a une valeur commerciale inestimable. C'est pour ça que les constructeurs de matériel roulant, par exemple, ou les bâtisseurs de bâtiments, sont très protecteurs de leurs données de construction et de leurs données de maintenance. Ils préfèrent vendre du service parce que la valeur du plan de maintenance répond à une stratégie de gestion d'actifs sur plusieurs dizaines d'années. Et évidemment, ils ne sont pas forcément d'accord, et nous non plus, en tant que propriétaires, parfois, de divulguer ces informations-là. Si on enchaîne un petit peu sur la suite pour savoir un petit peu, dans votre expérience de gestion d'actifs, de mise en place de cette discipline au sein de vos sociétés, de vos organismes, de vos organisations, quelle serait une réussite, une difficulté à laquelle vous avez été confronté et qui pourrait être intéressant de partager ici ? Peut-être Michel, pour commencer ? La réussite, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un changement de culture des équipes. Ça, c'est une première réussite qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est évident, comme on l'a dit tout à l'heure. Je dirais il a fallu 3 ans. C'est ce qu'on avait dit au départ, d'ailleurs, quand on a commencé ce pilotage. Et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle nous avait dit la même chose. Il faut au moins 3 ans pour que la mayonnaise prenne. Et que chacun voit l'intérêt de cette gestion. Et réussite donc en interne et réussite en externe, parce qu'on est arrivé à un dialogue beaucoup plus apaisé avec nos clients, parce qu'ils comprenaient le vrai besoin que l'on leur demandait de nous aider à financer. Dans les difficultés, c'est le fait, je dirais, de tenir dans la durée. Et la plus grande difficulté par rapport à ça, c'est le changement des équipes. C'est-à-dire, c'est une méthodologie, mais qui ne peut pas fonctionner en roue libre. C'est une méthodologie qui nécessite qu'il y ait une équipe de quelques personnes. Pour un aéroport comme Orly, moi j'étais assez actif, c'est le cas de le dire, dans le domaine, mais il y avait quelqu'un qui était un permanent aussi pour ça, donc c'est pas des équipes fondamentales, mais c'est quelqu'un qui a une logique de formation, de coaching des différentes équipes, en plus de consultants externes qui viennent aider, mais ponctuellement. Donc il faut cette logique, parce que si ces personnes partent, il y a un risque que finalement la méthodologie soit un petit peu oubliée au fond d'un tiroir et qu'on reparte quelques années après à zéro. Donc c'est ça la difficulté principale que j'ai rencontrée, c'est cette obstination à ce pilotage de l'actif par un outil approuvé. Oui, alors pour ma part, les difficultés, elles sont, comme tu le cites, Michel, elles sont de l'ordre de la maturité, on va dire, de la population concernée. Moi, je rencontre souvent une autre difficulté que je mettrais dans la catégorie, pardonnez-moi des termes, mais de l'écologie un petit peu dogmatique. Et l'intérêt de la démarche, c'est de rentrer dans une optique d'écologie pratique. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, le moteur thermique, si on écoute les réseaux sociaux, les médias, il faut les mettre à la benne. Alors oui, à terme, il faudra les remplacer par quelque chose de plus durable, mais là, tout de suite, on a des solutions temporaires, transitoires, pour utiliser des biocarburants, faire des additifs d'eau, améliorer les rendements, avant de passer au tout électrique. De toute façon, aujourd'hui, le tout électrique n'est pas mûr sur le marché du transport ferroviaire. L'approche par gestion d'actifs permet justement de gérer ces transitions long terme en prenant des choix court terme. Alors quand je dis court terme, on est sur des cycles de 5 à 10 ans quand même, mais voilà. Donc la difficulté, c'est d'arriver à convertir les gens à une démarche pratico-pratique. Et ça l'est pour la gestion d'actifs.
Moi, je dirais une de mes plus belles réussites, c'est d'arriver à convaincre des clients que on peut travailler avec du matériel roulant de réemploi, on peut le moderniser, avec ou sans garder son caractère historique d'origine, et on sait rendre des valeurs de service et d'usage tout à fait contemporains et modernes, sans aller dans du tout électrique, tout hydrogène, tout grande vitesse. Garrett Connexion, on est encore jeune sur la gestion d'actifs, mais pour moi, une des principales difficultés, on parlait tout à l'heure du sponsor. Quand on va voir le sponsor au départ pour lui dire voilà pourquoi est-ce qu'il faut investir dans la gestion d'actifs, il y a forcément un moment où il va nous demander qu'est-ce que je vais y gagner. Donc on va essayer de sortir un ROI, on va dire voilà comment est-ce qu'on va réussir à tout optimiser. Puis on lance le programme, on met en qualité les données, et là on se rend compte que les premières années, on avait dit qu'on allait s'améliorer, et on fait que de se dégrader. On se dégrade. Pourquoi ? Parce qu'on engrange de plus en plus de qualité à jour. Et on connaît de plus en plus notre patrimoine, et là on se rend compte de la montagne qu'il y a devant nous, mais il faut avoir cette sensibilité-là, on ne pourra pas faire directement du gain. Il y a forcément le départ, en tout cas moi c'est ce que je constate, le départ on se dégrade, et après on va pouvoir améliorer. Donc tu disais 3 ans tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas loin dans la visibilité qu'on a, nous le temps qu'il va nous falloir pour avoir cette vision globale, donc il faut bien avoir ça en tête, c'est pour moi une des difficultés, le ROI il arrive pas tout de suite. Et une des fiertés qu'on a pour le moment, c'est justement de voir embarquer les gens pour moi. Au départ, la démarche, elle est fait un peu, on dit, qu'est-ce qui vient de nous embêter ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Ça fonctionne très bien. Alors oui, les plans de maintenance, tu disais que ça a une vraie valeur. La maintenance, elle est faite très bien, elle fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est rodé, qui est tracé. Après, c'est justement remonter sur l'étage de dessus, la vision complète, et de voir au départ les gens qui sont un petit peu frileux. Et au bout d'une première année, ce qu'on est quasiment une première année, voir les gens qui viennent, qui ont compris pourquoi est-ce que c'est important de faire de la gestion d'actifs. Voilà, donc c'est toute cette pédagogie qu'on met en place et c'est un des points aussi crucial pour moi sur conditions de succès pour cette gestion d'actifs. Il faut communiquer et pas attendre la fin à voir on va faire un effet tunnel et à la fin on fera une belle coupée de ruban. C'est y aller petit pas par petit pas justement. Dès qu'on a un produit qui est son minimum vital, on peut le déployer, on le déploie. On dit qu'on n'est pas au maximum, qu'il y aura des saisons 2, 3, 4. On regarde tous des séries Netflix, donc allons-y, on fait plein de saisons. Mais c'est vraiment aller dans ces petits pas par petits pas. Donc moi, une des fiertés, ça va être réussir à embarquer les gens. Oui, je rajouterai quelque chose en rebondissant sur ce que tu viens de dire. Une réussite qu'on constate un petit peu partout, c'est que les équipes de maintenance, grâce à ce pilotage de la gestion d'actifs, ils se sentent reconnus. Parce que bien souvent, dans des entreprises, le mainteneur, il fait son job et bon, à partir du moment où ça fonctionne, à partir du moment où l'ascenseur fonctionne, personne ne va s'intéresser au mainteneur des ascenseurs. Le jour où ça ne fonctionne pas, là, il en entend parler. Et finalement, avec cette méthodologie qui est mise en place, on s'intéresse en permanence à tous les équipements et donc à toutes les équipes. Et les équipes se sont senties valorisées, reconnues dans leur métier, dans leur expertise. Et ça a été très important au niveau de l'ambiance de l'entreprise. Donc on voit que c'est vraiment une discipline, en tout cas pluridisciplinaire, qui concerne plein de métiers et pas mal l'acculturation. C'est un mot qui revient régulièrement dans vos 3 discours. En tout cas, l'acculturation des équipes et des différentes parties prenantes, que ce soit du côté des sponsors pour comprendre aussi que le ROI il arrive plus tard, ou même c'est pas forcément la seule valeur à regarder, ou en tout cas il faut regarder quelle valeur on met dans ce retour sur investissement. Donc plein de petites choses comme ça qui font qu'en tout cas on voit c'est assez partagé. Pour conclure, est-ce que vous vous donneriez un conseil ? Quel conseil vous donneriez si vous deviez vous lancer aujourd'hui dans la gestion d'actifs ? Conseil, c'est d'aller voir une entité, que ce soit une commune, que ce soit Garrett Connexion, que ce soit ADP ou d'autres, tous ceux qui se sont lancés là-dedans, et comprendre le gain et comprendre par où il faut commencer, comme on l'a dit. C'est pas simplement signer un contrat avec quelqu'un d'externe qui va nous faire ça. Il faut comprendre quel va devoir être l'engagement interne de l'entreprise, je dis l'entreprise, pour se lancer dans cette gestion, après avoir bien compris tous les intérêts qu'on y trouvera au bout de 2 ou 3 ans. Voilà.
Et c'est vraiment presque aussi monter une équipe qui va avoir la légitimité, je parlais du sponsorship tout à l'heure, se faire accompagner. Donc se faire accompagner, c'est aller voir les autres, comme tu disais, c'est une des très bonnes méthodes et on l'a fait au départ. Et se faire accompagner de spécialistes, on s'appuie sur la norme ISO 55000. Ça aide beaucoup aussi, même dans le message en interne, de dire que c'est normé, c'est pas quelque chose qui est sorti de l'esprit de deux personnes comme ça autour d'un café. Non, c'est quelque chose qui est normé, qui existe. Et donc se faire accompagner par des spécialistes de cette norme-là. Je vais paraphraser, mais moi, avec le recul, oui, j'aurais dû me former bien plus tôt et puis me faire entourer de professionnels, d'experts de la chose. Après, je mettrai un petit bémol par rapport au ROI. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer dans une démarche avec un ROI à 3 ans. On peut y aller en forme lean management et prendre des cas d'école et aller chercher du ROI très rapide. On a tous des problématiques aujourd'hui d'investissement et d'arbitrage à faire. Typiquement, la gestion d'actifs, elle peut supporter des arbitrages court terme en alignant ça dès le départ sur une stratégie long terme. Et on n'a pas obligation d'avoir couvert 100% du périmètre de nos actifs. On peut y aller vraiment pas à pas, en prenant un cas d'école, montrer que ça marche, convaincre les gens, et ensuite passer à une échelle un peu plus grande. Je voudrais rebondir du coup sur cette question que Michel tu as posée et là sur laquelle Samuel tu viens de répondre, mais par où commencer du coup pour se lancer en gestion d'actifs ? Un projet pilote, un petit peu. Projet pilote, oui. Définir un actif critique. Définir un actif critique et se lancer, mettre la gestion d'actifs du coup sur un petit périmètre. C'est ça. En tout cas, se former là-dessus, mettre en place sur un petit périmètre, éventuellement faire appel à une ressource externe spécialisée sur le sujet, se documenter avec les normes ISO et puis se lancer et essayer de convaincre ou en tout cas regarder l'intérêt qu'on peut avoir sur cette démarche. Ce serait ça ? Oui, ce serait ça, mais je ne mettrais pas un éventuel sur faire appel à la ressource externe pour aller vite sur du résultat. Ok. Bien écoutez, merci pour cette première émission Radioactif, c'était très intéressant et puis à une prochaine pour un épisode 2, je l'espère. Avec grand plaisir. Merci à vous.